Mon nom est Marion Briveau, je suis professeure titulaire à l'Université Laval. Mes recherches et mon enseignement portent principalement sur le thème de l'éthique professionnelle des comptables, des auditeurs et des fiscalistes. Et Darlène Imick, avec qui je co-organise ce colloque, est professeure à l'Université d'Ottawa et ses recherches portent essentiellement sur la comptabilité des fonds de pension en Amérique du Nord. Donc, ça ne vous aura pas échappé, aujourd'hui, on sort de notre zone de confort habituelle pour orchestrer des discussions autour d'un thème d'actualité malheureusement. Depuis la publication du dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, en avril dernier. Mais ce choix de sujet de colloque n'est pas opportuniste. Nous pensons qu'il s'agit de l'un des enjeux les plus fondamentaux du XXIe siècle et que cet enjeu doit, si on le prend suffisamment au sérieux, informer ou au minimum colorer les programmes de recherche de chacun, directement ou indirectement, parce qu'il est souhaitable, selon nous, que cet enjeu interpelle de plus en plus de monde au-delà du cercle restreint de ceux dont le domaine de spécialisation est le réchauffement climatique d'origine anthropique. Donc, on pense que ce sujet, il a des ramifications éthiques et c'est en cela qu'il m'intéresse personnellement. Il a aussi des ramifications en termes de choix d'investissement des fonds de pension. C'est à ce titre qu'il intéresse Darlène. Et en guise d'introduction, j'aimerais rappeler que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui peut être approché de multiples manières et mon but dans les prochaines minutes, ça va être de brosser un panorama à très gros traits, vu que j'ai environ 15 minutes, qui va vous permettre de situer précisément dans quelle sous-conversation académique ce colloque prétend se positionner à la croisée donc des thèmes de l'intervention humaine et de ses conséquences à 3 niveaux, au niveau des changements climatiques, de la perte de biodiversité et de la pollution. Donc, une première façon de documenter le problème ou de l'aborder, ce serait de chercher à documenter le phénomène, accumuler des éléments de preuve à différents niveaux pour prouver qu'il y a bien une acidification des océans, une fonte du pergélisol, un recul glaciaire, des événements climatiques extrêmes qui se multiplient d'année en année, une augmentation de la température. Donc, il faudrait d'abord chercher à documenter le phénomène, d'une part, et deux, prouver qu'il a bien pour origine l'activité humaine. Fort heureusement, ce premier angle d'analyse, il est en train de devenir caduc. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est parce que ça fait au moins 50 ans, donc depuis les années 1970, que les scientifiques travaillent là-dessus. Et je dirais que les climato-sceptiques sont une espèce en voie de disparition aujourd'hui, heureusement. Donc, ce n'est pas du tout sur ça que nous, on va proposer d'orchestrer les conversations. Le deuxième axe d'analyse du sujet, ce serait de s'intéresser aux causes profondes du phénomène du réchauffement climatique d'origine anthropique et de se poser notamment la question suivante, la faute à qui précisément, depuis quand et pourquoi? Donc, est-ce que ce serait la faute des pays occidentaux, les grands responsables, eux qui entretiennent un rapport extractiviste avec la nature, eux dont l'hyperconsumérisme et la croissance économique nécessitent plus d'une planète Terre par an, selon le WWF. Pour mémoire, si on vivait tous comme des Américains, des États-Unis, il nous faudrait 5 planètes Terre par an. Si on vivait comme les Indiens d'Inde, il nous en faudrait 0,7. Mais en gros, collectivement, on en consomme plus d'une depuis les années 1960. Donc, c'est quoi les causes profondes? Est-ce que la surpopulation joue un rôle? Le rapport nature-culture en Occident? Le credo de la croissance continue, illimitée? Bon, il y a plusieurs chercheurs très intéressants qui travaillent sur les causes profondes et leur datation. Je cite en particulier Christophe Bonneuil, Pierre Charbonnier, Jean-Baptiste Fressoz et récemment Bruno Latour et d'autres émules qu'il a fait depuis une dizaine d'années. Ce n'est pas non plus sur les causes profondes que nous allons nous attarder aujourd'hui. Je vais y revenir, c'est sur quoi nous, on va travailler. Mais le troisième angle d'attaque, si vous êtes familier de cette littérature, c'est de travailler sur les conséquences de la triple crise qui figure au centre de cette page. On peut chercher à saisir des conséquences sur les écosystèmes, sur la santé publique avec les problèmes de santé qui sont occasionnés par la pollution notamment ou par même les vagues de chaleur qui créent des files d'attente aux urgences. On peut s'intéresser à ce problème d'un point de vue géopolitique en s'intéressant notamment aux crises migratoires qui sont à prévoir avec la montée du niveau des océans, ce qui va ne pas manquer de créer des tensions au niveau des pays d'accueil et peut-être la montée du fascisme, comme on le voit déjà poindre dans plusieurs pays du monde, au niveau des pays d'accueil.
On peut se poser la question des conséquences en termes d'injustice sociale. L'activiste canadienne Naomi Klein a bien montré que l'ouragan Katrina a eu des conséquences qui n'étaient pas les mêmes pour les pauvres et pour les riches aux États-Unis. Conséquence de cette triple crise sur l'économie et l'emploi, que va-t-il advenir pour toutes les personnes qui sont liées à la filière des industries fossiles si du jour au lendemain les gouvernements décidaient de réglementer et de limiter l'extraction de charbon et de pétrole, par exemple. Là encore, ce discours sur les conséquences, il est plutôt l'apanage des activistes environnementalistes. Mais nous, dans ce colloque, on a décidé de prendre le problème par le tout petit bout de la lorgnette, qui est celle des solutions possibles à cette triple crise, avec une emphase un peu plus grande en ce qui nous concerne sur le changement climatique. Donc, parmi les solutions possibles qui sont envisagées actuellement, puis vous l'aurez peut-être remarqué si vous avez lu le programme des partis écologistes dans plein de pays en ces temps d'élections à droite et à gauche, eh bien, on nous propose de changer nos modes de vie, de consommer mieux, de manière plus durable, voire de consommer moins, de changer la façon dont on s'alimente. Au niveau gouvernemental, plusieurs proposent la réduction des subventions aux entreprises de la filière des énergies fossiles, la fin des centrales charbon, la reforestation d'envergure. Et là, je marquerai une petite pause. Chacune de ces solutions a des avantages, mais aussi des inconvénients, qui sont souvent d'ailleurs des impensés, des angles morts. Par exemple, qui dit reforestation d'envergure dit que ces espaces-là ne seront pas disponibles pour l'agriculture. Donc, on voit bien que c'est un puzzle extrêmement complexe et que la pensée par silo est problématique. Il faudrait essayer d'orchestrer une conversation croisée pour que ça fonctionne. Soutien massif aux infrastructures technologiques décarbonées et, en dernier lieu, des investissements écologiques. Vous en apprendrez plus en fin de matinée, puisque c'est un petit peu le thème phare d'aujourd'hui, mais pas que. Chaque conférencier va nous parler de certaines solutions qui l'intéressent et qui va nous évoquer d'ailleurs si cette solution-là, elle est crédible ou s'il ne s'agit pas finalement de greenwashing. Alors, nos intervenants, quels sont-ils? Je vais brièvement les présenter, sachant qu'une introduction plus en profondeur sera faite au début de chacune de leurs interventions, mais je vais vous les présenter tour à tour pour vous convaincre de rester avec nous jusqu'à la fin du colloque, puisque vous allez voir que leurs profils sont complémentaires et donc ça va nous permettre d'avoir un regard croisé sur la thématique d'aujourd'hui. Donc, nous allons commencer juste après cette introduction avec Diane-Laure Arjaliès, qui est professeure agrégée à la Ivey Business School de l'Université Western Ontario, ici au Canada. Elle se donne pour but dans ses recherches et son enseignement de comprendre comment la création de nouvelles formes d'action collective peut contribuer à transformer les marchés financiers pour plus de durabilité. Elle travaille actuellement sur un programme de recherche sur le financement de la conservation, visant à canaliser les capitaux vers la protection des écosystèmes, notamment par le biais d'obligations à impact environnemental. Et c'est de cette recherche en cours qu'elle va nous parler ce matin. Ensuite, nous allons accueillir un actuaire, Christian Walter, qui est diplômé de l'ESSEC à Paris, un doctorat en sciences économiques et qui est notamment co-titulaire de la chaire éthique et finance au Collège d'études mondiales à la Fondation Maison des sciences de l'homme à Paris. C'est aussi quelqu'un qui s'intéresse à la philosophie. Il est chercheur associé au Centre de philosophie contemporaine à la Sorbonne. Et dans ses recherches, il s'intéresse à la modélisation mathématique des risques et il va nous parler ce matin des métriques de risque et de leur verdissement, avec les avantages et les inconvénients que ce verdissement-là implique. Darla Nimick, vous l'aurez reconnu, c'est la co-organisatrice avec moi de ce colloque aujourd'hui. Elle a un doctorat en comptabilité de l'Université de Calgary et un bac en droit. Elle est aussi analyste financière et dans une vie antérieure, avant de commencer sa vie académique, elle a travaillé comme conseillère en placement de retraite dans un grand cabinet de conseil international. Sa recherche est axée sur la comptabilité des régimes de retraite et sur les placements responsables dans les caisses de retraite et elle s'intéresse aussi aux interactions entre la profession d'expert comptable et d'actuaire, d'où le lien avec la présentation de Christian Walter. En après-midi, nous allons accueillir Rocio Gueto qui cumule plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de la gestion des investissements institutionnels chez Mercer Consulting. Elle a également 5 ans d'expérience en gestion des risques et conformité et en financement structuré. Et cette jeune femme va nous parler donc cet après-midi des stratégies d'investissement durable telles que proposées par Mercer aux investisseurs institutionnels.
On aura aussi la chance d'accueillir le porte-parole de la Caisse de dépôt et placement du Québec, dont vous le savez sans doute, dont vous savez qu'elle a décidé de retirer ses actifs de la filière pétrolière d'ici la fin de l'année calendaire 2022. Donc, M. Milo a fait ses études à l'université McGill, mais il était également ingénieur de l'École nationale supérieure d'arts et métiers. Il est membre de l'Institut des administrateurs des sociétés, ici au Québec, et va nous parler cet après-midi de la stratégie d'investissement durable et de désinvestissement vert de la Caisse. Nous allons avoir aussi Daniel Coulombe, qui est professeur titulaire à l'école de comptabilité, ici à l'Université Laval, mais c'est en sa qualité de vice-président du comité de retraite, du régime des retraites des professeurs de l'Université Laval qu'il va intervenir. Il est également président du CA, du bureau de la retraite d'ailleurs, et lui, il va nous parler de la difficulté de concilier la responsabilité fiduciaire imposée par la loi ici au Québec, en l'occurrence la loi sur les régimes complémentaires de retraite, laquelle impose des obligations qui ne sont pas toujours réconciliables avec la nécessité écologique de sortir les actifs détenus par ce régime dans les entreprises des secteurs polluants et en particulier le secteur des énergies fossiles. Et puis, on terminera la journée en beauté avec la voix de la relève. Nous aurons la chance d'entendre Mary Stewart, qui est étudiante à l'Université d'Ottawa au département de géographie, environnement et géomatique. Elle a un bac en études environnementales et surtout, c'est en sa qualité d'activiste pro-environnement pour l'organisation étudiante Justice Climatique U Ottawa qu'elle va intervenir. Et elle va nous expliquer en quoi cette action étudiante a eu un impact sur la décision des administrateurs de l'Université d'Ottawa de sortir du pétrole à leur tour au niveau de certains fonds qui sont gérés par cette université. Enfin, j'aimerais terminer avec quelques consignes sur le plan logistique. C'est Romario Yewesi, qui est doctorant à l'Université Laval en comptabilité et qui va administrer les questions-réponses. Donc, ce qu'on voudrait vous demander, c'est de laisser parler chaque intervenant en entier. Et à la suite de leur intervention, c'est Romario qui va donner la parole à chacun d'entre vous, donc soit verbalement si vous le souhaitez, ou bien par écrit sur le chat, et qui donc va essayer de respecter l'ordre dans lequel les mains se seront levées ou les questions seront posées par écrit. Donc, je vous souhaite un excellent colloque à toutes et à tous, et sans plus attendre, on va laisser maintenant la parole à Diane Laure. Bonjour Marion. Alors, Darlene, tu veux parler? Oui, bienvenue dans notre première partie de ce colloque pendant laquelle on va voir 3 présentations du point de vue des chercheurs. En première, nous avons la chance d'accueillir professeur Diane-Laure Argeliès de l'Université de Western Ontario, qui est en ce moment dans les arbres, je crois, parmi les arbres, très en pointe. Diane-Laure, bienvenue et je vous en prie. Oui, merci beaucoup. Merci d'être là dès le matin à 9h15 ici. Alors, je parle du sud-ouest de l'Ontario et en effet, je me suis mis exprès dehors pour que vous voyez un petit peu la forêt carolinienne par laquelle on va discuter aujourd'hui. Donc, je démarre et je partage mes slides. Dites-moi s'il n'y a aucun problème. Je vais le mettre en... Voilà. Alors, je suis désolée, la présentation, elle est en anglais. Mais je parle français, donc on va parler en français, mais les slides sont en anglais, on m'a autorisé à faire ça. Donc, déjà, je vais me présenter. Donc, ici, je suis sur les territoires traditionnels de plusieurs Premières Nations. Et c'est très important parce que le projet dont je vais vous parler aujourd'hui se fait avec les communautés des Premières Nations du sud-ouest de l'Ontario. Donc là, vous voyez une carte du sud-ouest de l'Ontario et vous voyez les territoires autochtones de la zone de carolinienne. Et donc, le projet avec lequel on travaille, on travaille surtout avec les Anishinaabe, qui ont plusieurs réserves de Premières Nations ici, dont notamment les Chippewas. Et on va en parler aujourd'hui. Donc, c'est très important, ce territoire, d'être reconnu. Donc, je sais qu'on va beaucoup parler de des investissements par la suite, mais en fait, moi, je parle de l'investissement. Et donc, je parle de l'investissement dans la biodiversité.
Donc, il faut savoir, je vais aller rapidement parce que Marion a bien insisté qu'on travaille sur les solutions. Mais ça, c'est la science un petit peu. On est sur la cinquième période d'extinction de masse, sixième, pardon. On a aujourd'hui une crise de la biodiversité qui n'est pas encore en train d'exploser, mais on estime que dans 5 à 10 ans, la crise de la biodiversité, la perte de biodiversité aura un impact bien supérieur au réchauffement climatique. Donc, juste pour que vous ayez une petite idée de l'impact de ce qu'on va avoir. Donc, si vous pensez que le réchauffement climatique, c'est un problème, la crise de la biodiversité, ça sera un problème potentiellement 100 fois supérieur en termes d'impact. Et donc, la science est plutôt claire. Donc, ça, Marion, c'est checké. Hop, on connaît la science. Là, je vais faire prendre un petit peu le côté financier. Non seulement c'est un problème par rapport à la biodiversité pour nous, pour la survie des espèces et la survie de l'espèce humaine, mais c'est aussi un gros problème par rapport au niveau financier. Donc là, vous entendez les oiseaux, ils sont encore là. Il faut savoir qu'on estime dans 5 à 10 ans que la moitié des oiseaux que vous entendez là ne seront plus là. Donc, c'est quand même un peu une problématique. Donc, dans 5 ou 10 ans, si je fais cette vidéo, peut-être qu'on n'entendra plus rien. Donc, la valeur de la biodiversité, c'est à peu près 33 trillions de dollars par an. Mais en gros, c'est 55% du GDP, voilà, du produit intérieur brut au niveau mondial. Et donc, il y a eu un rapport. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que là, je vous mets des chiffres. Je vous les laisse lire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les chiffres viennent de Swiss Re, qui est un réassureur et qui est un gros rassureur au niveau mondial et qui a mis le risque de biodiversité comme un gros risque fondamental pour les années à venir. Donc ça, quand vous commencez à avoir des réassureurs qui mettent des risques systémiques comme il y a la biodiversité, c'est là où les investisseurs institutionnels doivent faire un petit peu attention parce que typiquement, les investisseurs institutionnels où les assureurs vont travailler avec des rassureurs. Et quand les rassureurs refusent d'assurer les risques, là, il n'y a plus personne derrière, en fait. Donc, ça, c'est très important que vous voyez que ce soit un rassureur qui travaille, donc Swiss Re. Et en fait, on estime à peu près que dans 1/5 de tous les pays, on est dans un état fragile de 30%, une perte à 10%. Et ça, ce sont des chiffres plutôt dans la petit. C'est-à-dire qu'on c'est vraiment, ça peut être bien pire. Et on estime qu'il nous faut à peu près 4,1 trillions d'investissement pour 2050. Alors, c'est vrai que c'est des gros chiffres, on ne se rend pas bien compte, mais en gros, on est peut-être à 1% de ce qu'on a en termes d'investissement, juste pour que vous vous rendiez un petit peu compte du manque d'investissement dans la biodiversité. Aujourd'hui, le Canada a une opportunité très importante parce qu'évidemment, il y a des réserves de biodiversité et de réserves d'eau au Canada au niveau mondial qui jouent un rôle très important dans la régulation du changement climatique. Et donc, c'est pour ça que le Canada peut jouer un rôle de premier plan. Alors, rapidement, pourquoi c'est très compliqué d'investir dans la biodiversité? Donc, si vous faites des entretiens avec les banquiers, avec les investisseurs institutionnels, avec les climatologues, etc., tout le monde est d'accord. Tout le monde va vous dire la biodiversité, c'est fondamental, il faut investir, on va tous droit dans le mur. Voilà, donc ça, tout le monde est d'accord. Et après, on leur dit, mais alors, pourquoi vous n'investissez pas? Et là, c'est compliqué, on ne sait pas trop, le marché n'est pas trop… Et la question, c'est investment readiness. Le marché n'est pas prêt à l'investissement. C'est un peu curieux parce qu'il y a quand même il y a plus de 400 millions d'investissements qu'on pourrait tous les ans. Il y a beaucoup de besoins, mais c'est pas prêt. Et la raison pour laquelle c'est très compliqué, donc là, c'est sur la conservation. La conservation, c'est vraiment la protection des écosystèmes. C'est qu'en fait, tout l'esprit de la conservation, elle est en fait à l'opposé de l'esprit de la financiarisation. En fait, quand vous investissez de manière privée, vous voulez approprier la valeur ajoutée de la terre, vous voulez l'exploiter, vous voulez que ça soit privatisé, vous voulez mettre une valeur par dollar monétisée. Voilà, par exemple, si vous faites des fermes, vous voulez que ça soit standardisé pour pouvoir comparer les investissements dans le monde entier. Et puis, vous voulez que vous, en tant qu'investisseur, c'est vous qui avez le pouvoir et que vous allez décider. Quand on parle de biodiversité et de conservation, en fait, c'est le contraire, parce que la conservation, c'est multi-parties prenantes, c'est interdisciplinaire. Ceux qui ont le savoir, généralement, c'est beaucoup les Premières Nations qui ont beaucoup de savoir sur la biodiversité, ce n'est pas ceux qui sont dans le pouvoir. Si vous ne mettez qu'une valeur monétaire, vous n'allez pas investir là où il faut.
parce que voilà, là, il va y avoir un biais sur des investissements qui sont plutôt de large ampleur, alors qu'on va plutôt essayer d'investir dans des investissements de qualité. Donc, en fait, voilà, il y a beaucoup de difficultés pour pouvoir rendre la biodiversité investissable, comme ils disent. Juste avant de démarrer, je vais vous présenter un petit projet. Quand vous regardez là le slide à droite, en fait, c'est ce qu'on sait faire. En fait, en conservation, on sait faire ce qu'on a la terre privée et publique. Ça, on sait faire. Donc, par exemple, vous allez mettre des permis, vous allez vous allez essayer d'exploiter de manière durable une forêt, vous allez protéger. Ça, on sait faire. On sait faire la colonne du million aussi, qui en fait, c'est ce qu'on appelle les externalités négatives, c'est qu'on va mettre, des impôts, des taxes pour tout ce qui est négatif. On va vous polluer. On a aussi tout ce qui est offsetting, y compris biodiversity offsetting. Donc, vous pouvez détruire des wetlands, des marais dans le nord de l'Ontario, et puis vous allez racheter des marais dans le nord des États-Unis. Ça, on sait faire. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est la colonne de gauche, ce qui est hyper importante. C'est en fait, quand on regarde la science, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait 30% de couverture des habitats en habitat avec ce qu'ils appellent ça des natives, des plantes qui sont endémiques. Et donc, il faudrait qu'on ait 30% de couverture de plantes endémiques. Donc, ça, c'est très compliqué parce que, par exemple, si on prend le sud-ouest de l'Ontario où on est, ça veut dire qu'on demande à tous les propriétaires de terre, que ce soit moi, que ce soit, parce que là, j'ai une maison, que ce soit les fermiers, que ce soit les communautés, etc. d'en gros, ne pas toucher 30%. Et là, on va mettre des plantes endémiques et on n'y touche pas et on n'exploite pas. Et c'est ce qu'on appelle une infrastructure verte et c'est pour devenir résilient. Alors, les gens ne veulent pas faire ça parce que vous leur enlevez une exploitation de leur terre. Si vous êtes un développeur immobilier, vous préférez mettre une maison parce que vous allez avoir des loyers. Si vous êtes un fermier, vous préférez mettre ce qu'ils appellent des cash crops, etc., etc. Donc, en fait, c'est ce que s'appelle les investisseurs. Donc, ça, c'est un rapport de McKinsey. Ils appellent ça à gauche, ils appellent ça underlying. Donc, c'est les sous-jacents. C'est un peu comme si vous avez une maison, c'est les fondations. C'est-à-dire tout le monde va avoir, à droite, tout le monde va avoir les chambres où vous allez louer à vos étudiants, mais personne ne veut investir dans l'infrastructure verte qui sont les fondations. Et donc ça, ils appellent ça underlying et ils disent qu'en fait, les investisseurs ne doivent pas investir là-dedans parce qu'il n'y a pas moyen de générer des flux financiers parce que vous ne pouvez pas approprier de manière privée l'exploitation de votre biodiversité. Donc, ce sur quoi on travaille, nous, en tout cas, à Ivy, on a un laboratoire d'innovation. Et en fait, on se spécialise sur ce qui est la finance de conservation et on se spécialise là-dessus. En fait, on est en train de se spécialiser sur le développement de produits financiers pour la biodiversité qui est la biodiversité d'écosystèmes pour lesquels on n'a pas d'investissement en ce moment. Donc ça, je vais vous présenter un petit produit. Marion, combien de temps il me reste à peu près? J'en suis à combien? Dis-moi. T'es en mute. Pas entendu. Tout va bien, tu as encore au moins 10-15 minutes. D'accord. Alors voilà, donc ça c'était pour vous expliquer le problème. Là, donc, Marion, problème, solution. OK, maintenant on a la solution à gauche. Donc ça, c'est une solution qu'on est en train de mettre en place. Donc c'est un projet, ce qu'on appelle communautaire de co-recherche. Avec des acteurs locaux dans le sud-ouest de l'Ontario, donc là où je me situe. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est le Deschken-Zibi, donc c'est la Thames River. Donc, Thames, c'est le nom colonial, évidemment, qui vient de Londres, en Angleterre, qui a été donné par les loyalistes. Mais Deschken-Zibi, c'est le nom de la rivière en Ojibwe. Et donc, ça, c'est une rivière qui croise ici quasiment dans toute la région. C'est une grande rivière qui a joué un rôle important. En fait, la façon dont on essaie de créer des écosystèmes et des corridors d'écosystèmes, généralement, on essaie d'être proche des rivières. D'accord? C'est comme ça qu'on va avoir un meilleur impact. Donc, le but du projet, en fait, c'est de créer des corridors d'écosystèmes endémiques tout au long du sud-ouest de l'Ontario, qui est une zone ici migratoire pour les oiseaux, donc qui joue un rôle hyper important, que ce soit de l'Arctique à Mexico.
au Mexique. Et donc, en fait, c'est de mettre un corridor à la fois pour que les oiseaux puissent se reposer sur la route migratoire et aussi pour que les animaux puissent traverser. Parce que c'est vraiment une toute petite région, mais c'est une région traversée par beaucoup d'espèces endémiques. Et donc, on a, par rapport à ce projet-là, on a publié des choses, donc vous pourrez regarder, hein, c'est en ligne, il y a tout est privé. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, on a développé ce projet. Donc là, c'est la région qui est toute petite. Hein. On a développé ce projet dans ce qu'on appelle Truth and Reconciliation, comme vous êtes tous le chemin de la réconciliation. Et donc, le but, c'est de voir, comme vous voyez ici, c'est de créer 30% de corridors ici d'écosystèmes. Donc là, c'est les grands lacs. Hein. Là, c'est le lac Erie, là, c'est le lac Saint-Clair, Huron, Ontario, c'est entre les lacs. Je vais passer vite fait. Je vais juste vous présenter. J'ai pas mis le flûte. J'ai pas mis le. Bon, je vais vous expliquer un peu ici ce qu'on a fait. Donc, ici, c'est les investisseurs. Donc, c'est un Conservation Impact Bond. C'est une obligation d'impact comme une obligation sociale, mais il y a pas mal de différences quand même. Donc, c'est comme une obligation d'impact. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les investisseurs ici qui vont investir pour restaurer l'infrastructure verte. Ici, on a un facilitateur qui est Carolinian Canada, qui sont en fait, c'est une coalition d'organisations de conservation dans la région. Là, c'est des partenaires qui sont en fait membres de Carolinian Canada, mais Carolinian Canada, en fait, c'est eux qui vont récupérer l'argent et qui vont la distribuer dans les différents partenaires au niveau habitat. Et donc là, par exemple, c'est un trust donc, qui restaure de l'université. Donc là, il y a nous. Donc, nous, on a facilité l'impact, on a facilité la construction de l'obligation d'impact. Et là, il y a les outcome payers, donc c'est ceux qui vont payer si le projet atteint un niveau de succès. C'est ce qu'on appelle un pay for performance, c'est-à-dire que là, on a 3M, on a les pollinateurs, on a aussi des contributions du gouvernement, principalement fédéral. Et donc, si le projet atteint son niveau de succès, c'est-à-dire s'il atteint l'impact en termes de conservation, là, les outcome payers vont payer Carolinian Canada, qui va rembourser les investisseurs à la fois de son obligation plus un retour sur investissement. D'accord ? Donc, c'est vraiment un Conservation Impact Bond comme on connaît sur les Social Impact Bonds pour ceux qui sont familiers. Il y a plusieurs choses qui sont différentes avec ce projet. C'est qu'il y a les communautés indigènes qui sont copartenaires de projets du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que ici, dans ce projet de bande, tous les acteurs que vous voyez là, que ce soit les partenaires d'habitat, etc., tous les acteurs, quand ils prennent part à ce projet, ils sont d'accord à s'asseoir sur la table. Enfin, après, c'était un peu virtuel avec Covid, mais à la base, on allait sur les réserves et là, on reprend des entretiens en personne. Et tout le monde est d'accord de dire qu'on va prendre les décisions à la fois en respectant des critères, on va dire, scientifiques occidentaux, notamment de sciences de conservation, mais aussi en respectant des critères de savoir traditionnel, de savoir des communautés, que ce soit les investisseurs jusqu'à 3M. Et tous ceux qui sont engagés dans ce projet-là aussi, est d'accord de s'engager au niveau personnel dans un processus de réconciliation pour restaurer en fait notre relation à la terre, donc au laine. Donc c'est assez exceptionnel parce que c'est pas très courant. Et donc par rapport à ça, on a créé des relations qui sont des relations, on va dire, d'engagement et d'apprentissage. Donc c'est un projet qui est assez long. Mais parce que dans ce projet d'investissement, ce n'est pas simplement un transfert de flux financiers, c'est aussi un partage de savoir, un partage individuel. Et en fait, le but, c'est de restaurer la relation de ces acteurs-là avec la Terre, avec les écosystèmes, afin de mieux les protéger. Parce que la recherche a montré que, notamment la recherche en psychologie environnementale, a montré que c'est la meilleure façon de changer la transformation, de changer la relation des gens avec l'écosystème, c'est de créer des relations entre les personnes et l'écosystème. Donc, notamment, par exemple, la possibilité pour les gens de nommer des fleurs. Quand vous reconnaissez les fleurs, vous êtes capable de les nommer. Et ben en fait, les fleurs et les plantes ont un niveau de survie qui est supérieur. C'est montré assez clairement. Parce qu'en fait, l'être humain va créer une relation et tout d'un coup va faire attention, en fait. Donc le but, c'est de créer ces relations-là. Bon, ça, j'en ai déjà parlé.
Ce qui est important aussi, c'est le système des métriques. On a parlé des métriques plus verts. On a créé des métriques, donc c'est une théorie du changement assez classique. Hein. Donc, vous cherchez quel est l'impact que vous voulez obtenir. Donc là, typiquement, c'est réconcilier les gens et les écosystèmes pour investir dans des solutions basées sur la nature et aider la réconciliation. Donc ça, c'est vraiment un but. Et donc, en fait, après, vous faites en arrière jusqu'au ce qu'on appelle les inputs et les activités. Ce qui est important, c'est de voir ici les outputs. Et je dois parler un peu plus fort parce que vous avez vu que les parulines ont décidé de faire pas mal de bruit. Donc là, ce que vous voyez, c'est les cinq catégories de métriques. Et donc, c'est des métriques qui sont beaucoup plus larges que dans des social impact bonds où il va y avoir un métrique ou des métriques qui sont ou que financiers. C'est-à-dire que toutes les métriques sont liées à créer des relations, connecting, et à la fois donc opportunités qui sont plus des opportunités économiques, hein, et culturelles, interculturelles. Mais par exemple, on a un métrique qui est sur la connexion de ces cœurs et Care and Minds, donc sur la connexion à la nature. On a ce métrique-là qui sont en fait un métrique sur la réserve, qui sont les anciens, qui vont noter, qui vont être capables de dire, voilà, est-ce que les animaux sont venus ou reviennent ou pas sur la réserve, qui sont des métriques très qualitatives, mais il faut savoir qu'il y a toute une connaissance sur place. Et donc ça, ces métriques-là, c'est définir le succès de l'obligation impact. S'ils sont atteints, là, c'est là où les investisseurs vont être payés plus avec un retour sur investissement. Et donc, tous ces métriques-là, en fait, tout le monde s'est mis d'accord et on s'est mis là-dessus. Donc là, voilà, c'est les 5 métriques aussi, c'est 5 groupes de métriques. Juste rapidement, parce que c'est un peu un papier de recherche aussi, pas trop, mais ça va devenir. Donc en fait, ce sur quoi on va insister ici, c'est la façon dont on essaie de transformer le processus de valuation de la Terre d'un côté très transactionnel à un côté beaucoup plus relationnel. Et la façon dont on a utilisé le band, l'obligation d'impact, pour faire cette transition-là. Donc, en fait, le but, c'est au lieu d'avoir un investissement qui soit d'exploitation, c'est-à-dire voilà, qui va simplement mettre les flux de transactions uniquement sur l'exploitation minière ou l'exploitation ferme intensive, etc. Le but, c'est de favoriser une régénération, de favoriser la vie, et de mettre en place les flux financiers uniquement sur le fait qu'il y a une infrastructure verte et que tout le monde va en bénéficier. D'accord? Et donc, c'est ça le but. Et pour ça, on a mis en place ce système avec les communautés indigènes et tout ce développement. Donc, on est en train de travailler. Les implications potentielles, c'est une façon peut-être de réinventer un peu le capitalisme, dans le sens où on alloue du capital sur différents types d'investissements, dont des investissements verts, mais vraiment verts pour le coup, simplement de la biodiversité, rien d'autre. Ça questionne aussi la notion des métriques, parce qu'on n'a pas que de la financiarisation, on a des métriques très différents. Et c'est une nouvelle façon de financer des communs. Alors, idéalement, c'est vrai qu'on ne devrait pas avoir besoin d'acteurs privés, mais le fait est qu'on manque d'argent. Donc, voilà, c'est comme ça. Et après, il y a un élément important sur le côté des communautés indigènes, c'est-à-dire que la responsabilité, Marion, tu parlais de la responsabilité fiduciaire. Il faut savoir que les lois autochtones sont au niveau constitutionnel au Canada. Donc, en fait, la responsabilité fiduciaire vis-à-vis de la terre et de ses habitants et de ses animaux, c'est potentiellement une responsabilité fiduciaire que tous les investisseurs devraient respecter. Donc, quand on parle de responsabilité fiduciaire, il faut savoir de quelle responsabilité fiduciaire on parle. On pourrait demander à un investisseur légalement de rendre compte des comptes sur les 7 générations à venir et l'impact sur les animaux, parce que c'est au niveau constitutionnel. Donc, c'est aussi sur ça qu'on travaille pour faire bouger un petit peu les lignes au niveau de l'investissement canadien. Voilà. Juste pour terminer, aujourd'hui, on estime qu'il y a 1% de la finance qui est pour lutter contre le réchauffement climatique, qui est sur la restauration d'écosystèmes. Alors, ça, c'est un article dans Nature qui montre que si on restaurait une vingtaine d'écosystèmes au niveau mondial, on aurait à peu près 20% de moins d'émissions carbone. Donc, c'est vraiment un investissement qui est potentiellement avec un très fort impact, mais qui est complètement négligé en raison des difficultés que j'ai signalées au début. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais présenter. C'est un peu rapide, mais voilà. Merci infiniment, Diane-Laure. Maintenant, on va passer la parole à ton discutant, Romario Yewesi, qui est doctorant ici à l'Université Laval.
Merci beaucoup, Diane-Laure, pour votre présentation. Excusez-moi parce que je vais peut-être faire jouer l'avocat du diable aujourd'hui, mais j'ai beaucoup apprécié votre proposition de solution par rapport à cette crise qui est imminente et qui même a déjà commencé à l'échelle de la planète. Juste pour revenir un peu en arrière par rapport aux difficultés que vous avez mentionnées, notamment par rapport au manque de motivation des investisseurs institutionnels de s'engager avec ce genre de projet qui pourrait être une solution viable pour un changement. En fait, ma question pour vous, c'est dans quelle mesure est-ce que la financiarisation, par exemple, de la biodiversité, donc j'entends par là l'exploitation pour obtenir un gain financier, pourrait être conciliée avec la solution que vous proposez. Donc, je vous donne un exemple. Je vais essayer d'être concis. Donc, je vais juste vous donner un exemple. Ça concerne, disons, la forêt de mangrove, par exemple. Vous savez qu'il y a certaines... je pense pas qu'il y ait vraiment des études scientifiques qui aient parlé de la chose, mais il y a des rapports qui tendent à prouver que des forêts de mangrove pourraient, par exemple, avoir un potentiel de cassure, par exemple, d'un tsunami qui arriverait. Donc, il y a eu deux euh, phénomènes comme ça qui ont été observés en 2018 et aussi en 2005 sur l'île, je pense, de Palu et aussi sur l'île des Célèbres et aussi sur l'île de Nias, par exemple, au large de Sumatra. Donc 2018 et 2005. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que les forêts de mangrove avaient le potentiel de casser les vagues de tsunami et du coup d'en réduire l'impact. Et par là, on pourrait se dire que des investisseurs institutionnels qui auraient des intérêts sur ces îles, par exemple, trouveraient naturellement un intérêt à protéger ces forêts de mangrove qui font partie de la biodiversité et qui sont aussi, disons, menacées. Donc, est-ce que, enfin, dans quelle mesure pour vous, justement, ce genre de motivation peut être comment dire, présenter aux investisseurs institutionnels pour les inciter un peu plus à s'engager dans ces projets sans pour autant, enfin, pour qu'ils puissent voir leur intérêt, quoi. Donc, c'est pour ça que j'aimerais insister un peu sur la financiarisation parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément pervers à 100% si on veut. C'est quelque chose qui pourrait être exploité dans une certaine mesure pour inciter ces investisseurs à s'engager dans ce genre de projet. Alors, hyper bonne question. Alors là, c'est un projet pilote, hein, il est petit, hein, il fait 3 millions de dollars. Mais on est en train de travailler sur un projet avec des investisseurs mainstream, on espère plutôt vers 200-250 millions de dollars. Et donc, on essaie exactement de faire de ce dont tu parles, d'investir et de faire au niveau des investisseurs institutionnels pour qu'ils investissent dans la biodiversité. Alors, on ne le fait pas, j'ai aucun doute sur les forêts de mangroves qui arrêtent les tsunamis, ça ne m'étonne pas du tout. Nous, on essaie plutôt d'investir au Canada parce que bon, voilà, c'est là où on est et c'est plus facile et il y a déjà beaucoup de choses à faire ici. Donc, moi, je pense que potentiellement, enfin, je ne sais pas si ce projet-là va marcher, mais s'il marche, on aura potentiellement 200-250 millions de dollars pour l'investissement en biodiversité dans le pays. Ça pourrait convaincre les investisseurs. Pour moi, les investisseurs, ce n'est pas les plus difficiles à les convaincre. Il y a beaucoup de capital. Si tu leur donnes un retour sur investissement à 3-5%, il y en a même qui acceptent du 0,5%, tout ce qui est capital, patient capital. Ce qui est beaucoup plus difficile, pour moi, il y a deux niveaux importants, parce que là, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle à large échelle. Ce qui est très compliqué à une échelle beaucoup plus large, c'est-à-dire provinciale, nationale, c'est de trouver les partenaires en termes d'organisation de conservation. C'est-à-dire que là, on a une organisation qui s'appelle Carolinian Canada. Elle a à peu près 500 000 dollars de chiffre d'affaires, de budget, on va dire. Et elle peut gérer environ 3 millions de dollars de finances de conservation. C'est à peu près le ratio qu'on a. Donc, si on veut aller à 250 millions de dollars, qui va être l'organisation
qui va pouvoir gérer 250 millions de dollars au niveau d'une échelle nationale, etc., ce qui est compliqué. Surtout qu'en fait, quand on fait de la restauration d'écosystèmes, on travaille par éco-région. Donc, en fait, il faut s'arrêter là où l'éco-région s'arrête. Donc, nous, par exemple, ça va jusqu'à peu près Toronto, vers la zone carolinienne. Après, il y a une autre éco-région. Donc, ça voudrait dire potentiellement trouver des partenaires pour chaque type d'éco-région capables de gérer. Donc, ça, c'est compliqué. Je n'ai pas la solution. La deuxième problématique, c'est ce qu'on plutôt sur les outcome payers. Qui va payer pour ça? Parce que les investisseurs, ils payent et après, ils ont des retours sur investissement. Si le produit il est bien ficelé, s'il y a une bonne structure de gouvernance, il ne prend pas tant de risques que ça, en fait. C'est qui va payer à ce niveau-là et qui est capable d'investir dans l'infrastructure verte. Et là, c'est intéressant parce qu'on est en train de répliquer des pilotes, là. Donc, on fait plusieurs pilotes, en fait, avec plusieurs types d'organisations et on regarde un peu comment ça fonctionne. Et là, il y a un deuxième pilote dont l'outcome payer est une société de gestion. Alors, ils auraient pu être un investisseur. Et à la base, ils avaient été contactés en tant qu'investisseurs. Et en fait, on a pas mal de gens qui nous contactent pour être investisseurs, qu'on en dit non, mais en fait, vous pouvez être outcome payer parce que vous allez bénéficier de l'infrastructure verte. Donc ça, c'est assez intéressant de voir ça. Mais voilà, à large échelle, ça va être un peu compliqué. Et après, c'est l'esprit aussi qui est pas encore là. Ça prend du temps pour créer ces produits-là. Et ce n'est pas tellement l'horizon de temps des investisseurs. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais en gros, oui. Mais de toute façon, on n'aura pas le choix. Il faut travailler dessus. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, ça va. D'une certaine manière, oui, mais en fait, l'autre point que je voulais surtout soulever dedans, c'était, si on veut, on est tous conscients, par exemple, du risque que l'inaction disons, des personnes qui ont le plus de pouvoir pourrait faire encourir à la planète. On est tous conscients aussi de l'urgence d'agir. Mais j'ai toujours l'impression qu'il y a une certaine déconnexion, si on veut, entre ces décideurs et les actions qui sont, disons, mises en place pour réellement changer les choses. Et je prenais l'exemple des mangroves parce que, d'une certaine manière, on avait là un exemple d'une situation où l'intérêt l'intérêt potentiel pour l'investisseur était naturel. Et c'est pour ça que je me demandais surtout dans quelle mesure est-ce que la sensibilisation pourrait, d'une certaine manière, mettre de l'avant cet intérêt naturel et aussi mettre un peu plus de l'avant, si on veut, le retour sur investissement. Donc c'est pour ça que l'aspect financiarisation qui me semble important pour ces investisseurs devrait être un peu plus mis de l'avant, si on veut. Donc, alors en fait, ouais, je comprends. Après, il y a eu des critiques aussi. Quand moi, j'ai commencé à travailler sur le projet, je me suis fait... Il y a des anthropologues qui m'ont dit que c'était horrible, qu'on allait prendre les Premières Nations, qu'on les financialisait, qu'on financialisait la nature. C'est beaucoup... les social impact bonds ont une réputation très mauvaise aussi. Donc, il y a beaucoup de critiques sur ce côté financialisation. J'ai entendu beaucoup de critiques. Ce qui est intéressant dans notre cas, je ne veux pas généraliser à tous, mais ce qui est intéressant, c'est que, d'une part, les communautés autochtones sont demandeuses de travailler avec des acteurs privés et pas avec des acteurs gouvernementaux. Parce qu'en fait, ils ont plus de pouvoir, ils ont plus de façons de définir ce qu'ils veulent et ils ont plus d'autonomie. Donc ça, c'est assez intéressant comme chose. Et sur la financiarisation, par contre, ce qu'on a fait, c'est que on n'a pas trop insisté sur le retour sur investissement. On a plutôt insisté sur le fait que c'est un projet, qu'on était en train de travailler sur le côté un peu biodiversité, parce qu'on ne voulait pas avoir de partenaires financiers un peu trop court-termistes ou trop dans la transaction, parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup de travail à faire pour créer et qu'il y avait un engagement dans la réconciliation. Et donc ça, c'est assez intéressant et on le fait. Et là, maintenant qu'on est en train de travailler sur un produit qui est beaucoup plus mainstream, là, avec des acteurs financiers beaucoup plus capitalistes, on va dire, c'est un peu une danse qu'on est obligé d'avoir où en fait, il faut un peu insister sur la financiarisation, mais en même temps, il ne faut pas trop insister parce que sinon, sinon on ne peut pas délivrer, en fait, dans le timing et dans le... Donc, mais je suis d'accord, c'est vraiment une tension hyper importante. Mais voilà.
Disons que moi, mon point de vue, c'est voilà, aujourd'hui, il n'y a pas d'investissement, il y a une crise de biodiversité, il n'y a pas d'argent public. On a 5 ans pour agir. Bon, bah voilà. Soit on reste là et on critique, ou soit on essaie de faire quelque chose avec les acteurs locaux et on essaie de faire en sorte que les arbres soient sauvés et que les espèces soient sauvées. Parce qu'une fois qu'elles sont perdues, c'est fini, hein. C'est-à-dire que si on n'investit pas dans les 5 années à venir, 5 à 10 ans, il y aura plus, on peut plus récupérer, hein, une fois que les espèces sont éteintes. Merci beaucoup, Diane-Laure. Je me demandais si on pouvait peut-être ouvrir aux questions du public, si vous en avez à ce stade.